eu cette sensation étrange que votre vie est sur le point de basculer? Votre intuition vous dit que quelque chose va arriver. On croit voir des signes partout et pourtant rien ne se passe. Depuis des mois, voire des années, rien. Moi, j'ai l'impression d'être debout sur le quai d'une gare invisible. L'air autour de moi commence à vibrer. J'entends presque le grondement lointain du train qui approche. Et lorsque j'ouvre les yeux, sur le panneau d'affichage, il n'y a rien. Rien ne bouge, rien n'avance dans ma vie. Les journées se répètent et j'ai le sentiment que je suis dans une matrice, complètement bloquée. C'est ce qui m'a poussée à creuser les rouages complexes de notre psyché pour ce podcast. Qu'est-ce que signifie concrètement avoir un blocage? Bienvenue dans cet épisode, la salle d'attente de ma vie. La première scène se déroule dans un supermarché. Je regarde autour de moi et j'aperçois un t-shirt. Il me le faut absolument. Je veux ce t-shirt et pas un autre. Je vais voir une vendeuse et elle me dit que c'est le dernier et malheureusement il n'est pas dans le bon secteur et il ne peut pas être déplacé. La vendeuse me propose alors une alternative, une solution quelque peu étonnante. Elle me dit de le déplacer dans les toilettes, de l'accrocher avec l'étiquette. Ainsi, lorsqu'un professionnel d'un secteur d'entre deux secteurs le verra, il le remettra à sa place dans le bon secteur et je pourrai ainsi l'acheter. Je fus très étonnée par cette proposition. La seconde scène se déroule dans un autre magasin. Je marche et quand je regarde au sol, je vois un bracelet en argent magnifique, comme j'en ai jamais vu auparavant. On aurait dit qu'il sortait de mon imagination tellement il me correspondait. Il était littéralement parfait pour moi. Je fus très surprise lorsque je le vis et j'hésitais à le récupérer. Mais je me dis à la fois un bijou comme ça, je n'en retrouverai jamais. Puis je continue de marcher dans le magasin et là, je découvre un autre bracelet et puis un autre et encore un autre. Un autre bracelet magnifique de la même sorte que le premier mais qui possède aussi son unicité. Je me dis mais c'est vraiment des bijoux magnifiques que je ne pourrai jamais retrouver. Et en fait, je continue à marcher et je suis toujours plus surprise de découvrir qu'il y a un chemin de bracelets dans le magasin, tous aussi beaux les uns des autres, mais surtout parfaitement à ma taille et à mon goût. Et là, je comprends que tous ces bijoux, ils appartiennent à une seule personne. Et je me dis, quelle personne de goût? Cette personne a vraiment les mêmes goûts que moi. C'est incroyable. Je marchais le long de la boutique et tous ces bijoux formaient un chemin à suivre. Je n'en revenais pas. Et soudain, arrivant en fin de chemin, je découvre des messages imprimés et je devine que c'était les messages de cette personne. Et là, je découvre qu'elle a encore des points en commun avec moi lorsque j'observe la conversation qu'elle a eue avec cette personne. Et là, je me pose cette question, mais qui est cette personne? Qui possède exactement les mêmes goûts que moi et a l'air d'avoir des points communs encore avec moi? Et là, étant dans le magasin, je commence à me poser des questions et à me demander si je n'étais pas en train d'imaginer tout cela et si en fait ces bijoux n'appartenaient pas à la boutique tout simplement. C'était une boutique un peu à la concept store, vous voyez, un peu tendance. Il se pourrait bien. Et là, je me demande, est-ce que je dois reposer ces bijoux qui sont si beaux ou peut-être retrouver la propriétaire? Surtout que j'ai les messages, je pourrais très bien recontacter la personne avec qui elle échangeait, puisque c'était une conversation avec le pseudo de son ami. Et là, j'hésitais, que faire? Parce que à la fois, je pourrais jamais retrouver ce genre de bijoux ailleurs. C'était vraiment des bijoux uniques. Et me posant toutes ces questions, je me réveille. Ah, ce n'était qu'un rêve. Je semblais un peu rassurée de ne pas avoir à faire ce choix.
jusqu'à ce que je réalise que je me trompais. Je dois faire absolument ce choix. Me réveillant ce jour-là, j'étais perturbée. Ce rêve me semblait si réaliste. Mais que signifiait-il? J'ai un peu réfléchi, mais je l'ai laissé du coin de ma tête et j'ai fait ma journée. Ce jour-là, j'ai commencé à faire des recherches sur le blocage parce que je voulais faire un sujet de podcast et j'ai trouvé le sujet très intéressant puisque je me sens vraiment bloquée et je voulais comprendre qu'est-ce que signifie d'avoir un blocage comme ça et je voulais voir ce que les psychanalystes en disaient sur le sujet. Partie 1, le blocage. Lors de mes recherches, je comprends que la mécanique du blocage est nécessaire. Il faut accepter le fait que l'immobilité n'est pas l'équivalent de l'inactivité. Et même la physique nous enseigne pourtant le contraire. Lorsque on comprime un ressort au maximum de ses capacités, il ne bouge pas d'un millimètre. Si là on prend une photo à ce moment-là, il est statique. Mais pourtant, à ce moment-là, il n'a jamais contenu autant d'énergie potentielle. Il est saturé de force cinétique virtuelle, prête à se déployer. En psychologie cognitive, c'est exactement la même chose. Je suis tombée sur les travaux de Jean Piaget sur la psychologie de l'intelligence et des structures cognitives, et il démontre que notre esprit, il évolue à travers deux mécanismes. C'est l'assimilation et l'accommodation. D'abord, c'est quoi l'assimilation? C'est le moment où on va intégrer des données du monde extérieur dans notre structure mentale existante. Et on utilise les éléments qu'on a déjà appris pour résoudre des problèmes. On utilise des schémas qu'on connaît déjà. Donc ça, c'est l'assimilation. On ajoute des données du monde extérieur à ceux qu'on connaît déjà. On assimile. Par exemple, si un jour on est confronté au fait qu'on a affaire à une collègue de travail méchante, la deuxième fois, dans un autre moment, à un autre travail, ça sera plus facile à gérer, puisqu'on va juste intégrer des éléments de l'extérieur. Et vu qu'on aura déjà eu ce problème avant, on aura déjà géré ce genre de schéma avant. Mais l'accommodation, lui, c'est un processus qui est beaucoup plus coûteux pour notre système. Parce que c'est le moment où le monde extérieur, il nous présente une réalité qu'on ne connaît pas. Une réalité que nos schémas actuels, ils peuvent plus gérer ou comprendre. Du coup, notre structure mentale, elle doit se reformer. Donc, elle doit complètement se déformer pour se reformer, se réorganiser pour intégrer ce nouveau schéma qui n'existait pas avant dans notre cerveau. Et c'est ça qui demande le plus d'énergie, c'est l'accommodation, parce qu'il doit tout réorganiser. Alors que l'assimilation, on ajoute juste un nouveau élément. Et en fonction de la situation, plus la situation elle est complexe, plus la réorganisation va nous demander de l'énergie et va nous prendre du temps. Et vous voyez le blocage que l'on ressent avant une transition, mais ça correspond exactement au point de bascule entre ces deux phases. C'est le moment où il va y avoir une crise avant de s'équilibrer. Le sentiment de stagnation survient lorsque l'assimilation n'est plus possible, parce qu'on a fait le tour de notre cadre de vie actuel, mais que l'accommodation, donc la nouveauté, n'est pas encore finalisée. Les anciennes structures de nos pensées sont saturées, mais les nouvelles ne sont pas encore opérationnelles. Imaginons que notre cerveau fonctionne comme un système informatique complexe. Lorsqu'on télécharge une mise à jour système majeur, notre ordinateur ne devient pas plus rapide pendant le téléchargement. Au contraire, il ralentit. Les applications plantent, la roue tourne, le système semble figé. Mais si on évalue l'ordinateur à ce moment-là, nous nous dirons qu'il est défaillant. Mais en arrière-plan, dans le code source, il y a des millions de lignes qui sont réécrites et le processeur travaille à 100% de ses capacités. Donc, c'est la même chose qu'il se passe à ce moment-là dans notre inconscient cognitif lors de notre blocage.
Et en faisant mes recherches, je me rends compte que c'est totalement une phase nécessaire au processus de changement. Et plus le blocage est long, plus le changement sera grand. Dans notre système, on a besoin de ce temps. Généralement, dans ces moments-là, on se remet souvent en question. On ne comprend pas ce qui se passe. Mais ce genre de blocage m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie et c'est vrai que je n'aurais pas dû m'en faire à ce moment-là. Mon cerveau est en train de traiter une masse de données existentielles, le fait que j'ai passé beaucoup de choses les précédentes années, le fait que je ne pense plus comme avant, que mes valeurs profondes aient muté aussi. Et récemment, je me suis lancée sur les réseaux sociaux, donc j'ai dû me réadapter à ce nouvel environnement. Et cela m'a fait réaliser que je devais avoir une préparation psychologique aussi à ça, chose que je n'avais pas. Et tout ce que j'aurais pu imaginer par le passé à ce sujet, je ne pouvais pas le comprendre tant que je ne le vis pas réellement. Le cerveau est un organe prédictif. Sa fonction première est de cartographier le futur immédiat pour assurer notre sécurité. Lorsque l'inconscient termine de modéliser cette nouvelle cartographie de nous-mêmes, il commence à envoyer des signaux à la conscience. C'est alors à ce moment-là que je reçois des flashs du futur sous forme d'intuition, de rêves, de pressentiments corporels. On ressent qu'on va tourner la page. Mais le moi conscient, lui, il reste rigide. Il a peur. Il est contracté sur l'ancienne structure, essayant de faire fonctionner la routine habituelle. Et c'est cette friction douloureuse entre mon cerveau qui fait sa mise à jour et l'obstination externe du moi à ne pas bouger qui crée l'expérience subjective du blocus. Le blocage n'est rien d'autre que le temps de latence nécessaire à la synchronisation de nos structures logiques. Revenons à mon rêve. Je suis dans ma chambre, puis soudain je repense à mon rêve et je commence à y réfléchir de plus en plus. Je commence à analyser chaque élément de mon rêve. Je refais mon analyse donc. Je suis en train de suivre un chemin sur lequel je trouve des bijoux et qui me montre la voie jusqu'au message. Comme le petit poussé qui dépose des cailloux ou émiette du pain. Mais là, c'était des bijoux. Je suis un fil conducteur laissé par quelqu'un qui me ressemble comme deux gouttes d'eau jusqu'à ce que je parvienne à des messages. D'ailleurs, impossible de m'en souvenir. Et si cette autre personne était en réalité mon double intérieur, mon moi du futur ou mon intuition? Et le fait de suivre ce chemin et de lire ces messages rappelle l'état psychologique dans lequel je suis. Cette phase de transition, ce blocage et la recherche de ma propre personne. Et les bijoux représentent des qualités cachées, des talents ou des facettes de ma personnalité que je suis en train de découvrir ou de réapprendre à apprécier. C'est comme si je me reconnectais avec des parties de moi que j'avais laissées tomber ou oubliées. Le dilemme, lui rendre ou les garder. C'est là que le rêve devient super intéressant sur le plan psychologique. J'hésite entre chercher cette personne pour lui rendre ses affaires ou les garder pour moi. Et ça, c'est le plus important. Ça traduit un conflit intérieur entre ce que je m'autorise à posséder et la peur de ne pas le mériter. J'avais l'impression que ces belles choses appartenaient à quelqu'un d'autre, alors qu'elles sont littéralement faites pour moi, puisque c'est exactement à mon goût et à ma taille. Et le message de la fin, je comprends que c'est le message en lui-même. Et il faut que j'accepte, il faut que je fasse ce choix pour pouvoir avancer et passer outre ce blocage. Parce que, comme on l'a vu dans mon rêve, en fait, j'ai peur de ne pas mériter ça, comme si ça appartenait à quelqu'un d'autre. Et vous savez, des fois, on peut avoir ce blocage parce que justement, on a conscience que ça peut changer complètement notre vie. Et comme on a vu précédemment, notre cerveau, il aime ce qu'il connaît, son confort, ses repères. Et le fait pour moi de me lancer sur les réseaux sociaux, et en même temps d'avoir cette peur d'être vue, est en complète contradiction. Mais à la fois, c'est tout à fait logique.
C'est comme si un écrivain, il écrivait une autobiographie. Mais il y a cette peur que tout le monde le connaisse réellement, alors qu'il l'a écrit pour ça de base. C'est paradoxal. Mais il sait que si tout le monde la lit, alors le monde entier le connaît, qui il est réellement. Mais surtout, sa vie va changer du tout au tout. Et le fait d'être vu et reconnu est vraiment un sentiment complexe. Je me viens à me demander si c'est naturellement acceptable. Car dans notre société, oui, effectivement, c'est très répandu. Mais pour les générations précédentes, ce n'était pas à cette échelle. Jamais. C'était très réduit le nombre de personnes qui pouvaient avoir accès à un portrait. Après, il y avait les portraits faits de manière orale, une description, mais cela ne suffisait pas à reconnaître quelqu'un dans la rue. Et puis les gens ne se déplaçaient pas autant que notre époque. Alors ce sentiment nouveau, non ancré dans les mœurs, qui est méconnu de tous, personne n'a le recul nécessaire sur des générations pour nous dire l'impact psychologique que cela peut avoir de toute manière. L'impact du fait d'être vu aux yeux de tous, comme dans notre génération. Attendez, voyons voir. Ne serait-ce pas des excuses que je me trouve encore? Non mais, vous ne pouvez pas m'en vouloir, messieurs, dames, de me poser ce genre de questions. Tout le monde devrait se la poser. Enfin, vous voyez, c'est comme si vous étiez devant le jury. Vous êtes dans une salle de théâtre. Vous êtes sur le point de faire votre présentation. Vous l'avez préparée depuis un long moment. Vous savez que vous êtes fait pour le rôle. Vous savez que le jury a besoin de vous. Ce n'est même pas vous qui avez besoin du jury, c'est eux qui ont besoin de vous. Vous êtes le talent qui est recherché depuis des mois. Vous êtes fait pour ce rôle. Et même eux ne le savent pas encore. Et avant de faire la présentation, vous prenez une longue inspiration et là, vous réfléchissez. Vous vous mettez à réfléchir. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que je vais m'y plaire? Quel impact vais-je avoir sur mon monde interne et externe en jouant ce blockbuster? Ce film à plusieurs millions d'euros? Serai-je toujours la même personne à la fin? Vais-je me perdre dans les délices de ce monde? Vais-je être connecté avec moi encore à la fin? Avec ma véritable identité? La personne que je suis au fond de moi? Et vous fermez les yeux. Et aucun son ne sort de votre bouche. Mais on vous attend. Partie 2. La déconstruction identitaire. Quittons le champ purement cognitif pour entrer dans celui de la psychologie humaniste et de l'analyse des transitions de vie. Le chercheur William Bridges a consacré sa vie à étudier comment les êtres humains naviguent à travers les grands bouleversements de l'existence. Sa thèse centrale est d'une clarté logique. Bien commise par notre culture de l'immédiateté, le changement, il est externe. La transition, elle, est interne. Le changement, c'est le fait de déménager, de divorcer, de changer d'emploi. La transition, c'est le processus psychologique par lequel on assimile ce changement. Et selon Bridges, toute transition respecte invariablement une structure tripartite rigide. Phase 1, c'est la fin. Phase 2, c'est la zone neutre. Et phase 3, c'est le nouveau commencement. Et là, on fait face à un problème sociétal majeur. Notre culture contemporaine souffre d'une véritable horreur du vide. On exige de nous une transition de type linéaire et instantanée. Quitter un travail le vendredi, en commencer à nouveau le lundi. Rompre une relation de 10 ans et être sur les applications de rencontres le week-end suivant. L'être humain refuse catégoriquement le vide, le néant. Pourtant, le sentiment de stagnation, ce blocage avant une transition, se situe précisément au cœur de la zone neutre, là où il ne se passe rien.
enfin, entre guillemets. C'est l'espace le plus inconfortable, mais aussi le plus important de la psyché humaine. Pour comprendre le phénomène de la métamorphose, on va voir dans la biologie qu'est-ce que signifie la métamorphose, parce que c'est une métaphore psychologique parfaite. On utilise souvent l'image de la chenille et du papillon de manière presque niaise, mais la réalité biologique de ce processus est un film d'horreur. Lorsque la chenille, elle s'enferme dans son cocon, elle ne se contente pas de coller ses ailes sur le dos. Si vous commettez l'erreur de découper un cocon à mi-chemin du processus, vous ne découvrirez pas une créature hybride mi-chenille, mi-papillon. Non, vous trouverez une bouillie informe, une soupe cellulaire liquide. Pour que le papillon émerge, la structure biologique de la chenille doit subir une autolyse totale. Ses muscles, ses organes, ses systèmes digestifs et nerveux se dissolvent littéralement sous l'action d'enzymes. Du coup, l'ancienne identité biologique de la créature est entièrement déconstruite. Seul subsiste ce que les biologistes appellent les disques imaginaux. C'est des petites grappes de cellules souches latentes depuis la naissance de la chenille qui contiennent le plan de construction, l'architecture informatique du futur papillon. Donc, ce qu'on en comprend, c'est que le papillon ou la chenille, donc cette espèce, elle est entièrement déconstruite pour pouvoir se reconstruire en tant que papillon, justement. Et c'est ce qu'on vit lorsqu'on se sent désespérément bloqué. C'est notre propre phase de liquéfaction psychologique, finalement. Et notre ancienne identité, celle qui savait exactement comment réagir, celle qui tirait sa fierté de tel statut, de tel comportement, est en train de se dissoudre car elle est incapable de supporter le poids de ce qui va venir, de notre avenir. Et pendant que on est à l'état liquide dans notre cocon existentiel, on est incapable d'agir efficacement sur le monde extérieur. On ne peut pas prendre de grandes décisions directionnelles, on ne peut rien projeter avec clarté, on a l'impression qu'on est dans un flou mental, car l'outil même qui doit prendre ces décisions, notre moi, notre identité, et il est en cours de réconfiguration moléculaire. Et si on force le passage à cet instant précis, si on refuse le blocage en nous agitant, on interrompt le processus. On déchire ce cocon prématurément. Et là, on se condamne à sortir dans le monde sous la forme d'une créature monstrueuse, obligée de ramper à nouveau, mais encombrée d'ailes atrophiées, dysfonctionnelles. Le blocage extérieur est en fait une réalité, une camisole de force bienveillante que notre inconscient s'impose à lui-même pour nous empêcher de saboter notre propre métamorphose. On a besoin de ça, on ne peut pas avancer à ce moment-là. Donc, notre corps nous bloque. Mais c'est pour nous protéger, c'est pour mieux nous reconstruire. Et c'est pour ça que dans ces moments de transition, blocage, lorsqu'on tente de réaliser un projet, c'est souvent une catastrophe. Rien ne fonctionne, mais pire, on a l'impression qu'on a régressé, on est devenu plus terrible qu'avant. Et là, à ce moment-là, on se remet en question. On se dit que l'ancienne version était mieux parce qu'on n'arrive pas à comprendre qu'on est en train de préparer une nouvelle version de nous-mêmes qui va être mieux. Pour appuyer nos propos et nos recherches, on va voir ce qu'en pense Carl Jung. La psychologie analytique de Jung se distingue par sa vision résolument téléologique de l'esprit humain. Contrairement aux approches réductionnistes qui expliquent que l'état d'un individu, il est uniquement lié par les causes de son passé, Jung, lui, affirme que le psyché est également tiré comme aimanté par son propre avenir. L'esprit humain tend vers un but sous-jacent, la réalisation du soi, c'est-à-dire l'unification harmonieuse de toutes nos polarités intérieures à travers le processus d'individuation. Et pour décrire le moment
du blocage, le moment paroxystique du blocage, Jung a réhabilité un concept psychologique attribué à Héraclite, l'énantiodromie. C'est la loi universelle selon laquelle tout élément, lorsqu'il atteint son point de saturation ou son expression maximale, il se transforme cycliquement en son contraire. Et lorsque vous vous sentez bloqué au degré le plus intenable, lorsque vous avez la sensation que plus rien ne fonctionne, vous avez l'impression d'être devenu tel un zombie, vous n'arrivez même plus à réfléchir, vous ne pouvez rien faire, les journées passent terriblement vite en plus, mais on n'est pas mort. Et là, ce moment-là, en fait, c'est le paroxysme de la stagnation. Et selon la loi de l'énantiodromie, c'est précisément à cet instant de fixité absolue que la nouvelle graine, celle du mouvement inverse, elle commence à germer dans l'obscurité. Et la tension psychique accumulée par l'immobilité forcée, ça crée une différence de potentiel électrique qui finira inévitablement par déclencher la foudre du renouveau. Mais ce basculement n'est pas automatique. Il exige un droit de passage. Ce droit de passage, c'est l'exploration de l'ombre. Partie 3. N'être plus que l'ombre de nous-mêmes. Si on observe notre vie avant les blocages, avant ce blocage précisément, on était tourné vers l'extérieur. Tout ce qu'on faisait était linéaire, tout avançait bien, comme un chemin bien droit. On n'avait quasiment pas à réfléchir, tout était aligné, tous les projets fonctionnaient parfaitement. Sauf que lorsque vient notre blocage, qu'est-ce qu'il se passe? Notre conscient se retourne violemment vers l'intérieur. On se retrouve comme enfermé dans une pièce close avec tout ce que l'action nous permettait de fuir, puisqu'on est désormais dans l'inaction. On est bloqué à l'intérieur de nous-mêmes et on ne peut plus rien faire. Et c'est là que l'ombre se manifeste. Nos doutes les plus archaïques, nos peurs de l'abandon, le deuil non fait de notre jeunesse ou de nos idéaux passés, nos croyances limitantes, etc. Tout ça revient à nous. C'est l'ombre. Et le blocage extérieur persiste presque toujours parce qu'on refuse de faire ce travail d'introspection de l'ombre. Notre conscience nous crie: je veux que les choses bougent, je veux ce nouveau travail, cette nouvelle vie. Mais si on descend avec une torche dans les caves de notre inconscient, on y découvre qu'une part immense de nous-mêmes est terrifiée par ce changement. Parce que même avant de faire un changement, il faut sacrifier des choses de notre ancien moi, comme par exemple une stabilité financière. Donc là, peut-être que vous aurez des problèmes d'argent pendant un certain moment. Ou alors vous allez vous retrouver seul parce que vous allez devoir vous éloigner de vos anciens amis qui ne correspondent plus à la personne que vous allez devenir. Et tout ça, vous devez l'affronter. Et le blocage, c'est pas une fatalité extérieure. C'est juste le miroir d'une ambivalence psychique profonde. Une part de notre être appuie sur l'accélérateur parce il veut passer dans l'autre étape, il veut devenir un nouveau moi, mais à la fois, toutes nos peurs nous retiennent. Et de l'autre côté, il y a notre conscience qui nous dit: mais attends, ça fait peur à la fois. Du coup, lui, il maintient le frein à main serré pour protéger l'intégrité de notre système. Parce que c'est l'inconnu. Et ça fait peur, l'inconnu. Donc si j'en reviens à moi-même, si je n'accepte pas d'être vue, si j'ai peur d'être vue, et à la fois, je fais tout pour être vue, et je peux pas avancer, c'est pareil. Et si je résous pas cette peur, si je n'ouvre pas les yeux devant ce jury,
Et si je commence pas à jouer mon rôle, comment pourront-ils me prendre pour le rôle? Comment vont-ils reconnaître mon talent? Mon erreur pendant tous ces mois passés sur le quai de cette gare invisible, c'était de croire qu'il fallait que je force le passage, que je déchire le rideau pour avancer. Mais la vérité n'est pas là. Alors, vais-je me réveiller? Vais-je accepter la vérité en face de moi? La vérité, c'est que le blocage n'est pas une panne, c'est le compte à rebours de notre ancienne vie. Je suis à deux doigts de jouer le rôle. Ce rôle, tout est prêt en arrière-plan. Le costume est à ma taille, exactement comme ces bijoux dans mon rêve. Le choix absolu qui se dresse devant moi, ce n'est pas de ne plus avoir peur, c'est d'accepter enfin de laisser ma vie basculer. C'est d'accepter de laisser mourir mon ancienne version, celle que j'étais dans l'ombre des coulisses, celle qu'on ne voyait pas, celle qu'on ne connaissait pas, pour laisser place à ce qui arrive, la nouvelle version de moi. Ouvrons donc les yeux, laissons-nous jouer ce rôle qu'on a envie de jouer, cette vie qu'on a envie de vivre, et faisons-nous confiance. Faisons-nous confiance à cette ancienne version qui va se sacrifier pour que la nouvelle puisse exister, pour que la nouvelle puisse briller sous les feux du projecteur, pour qu'on reconnaisse son talent. Notre ancienne version, elle a tant travaillé pour qu'on en arrive là. Est-ce que nous allons nous décevoir? L'ancienne version, oui, elle a fait des erreurs, on doit les réparer, mais c'est à nous aussi de reprendre la relève et de continuer ce qui a été commencé.